Bonjour, nous sommes ici pour le deuxième épisode de notre série sur la pratique de la gestion de projet avec Git. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans les nuages, je veux dire sur le cloud. En effet, nous allons aborder l'interaction avec les serveurs dont on attend deux avantages. La sauvegarde de nos données et la possibilité de coopérer avec d'autres développeurs sur un même projet. Pour illustrer ce dernier aspect, j'ai demandé l'assistance d'une collaboratrice avec qui je vais essayer d'établir un lien à grande distance. Hello Chiara, are you ready? Hi, I am ready, Professor, but before we proceed, I have a question. What is the meaning of this insane detached head story? Detached head. Ok, on va voir ça maintenant. Alors cette question, c'est l'occasion de revenir voir de plus près la notion de branche. Donc pour ça, j'ai pris un projet comme exemple et j'ai affiché l'historique de ce projet avec la commande git log avec un certain nombre d'options qui sont particulièrement pratiques. -- one line, -- graph, -- all. Pour faciliter cela, j'ai créé un alias. Donc vous me verrez souvent utiliser une commande git log qui n'existe pas. C'est tout simplement un alias pour tout ça. Donc maintenant, voyons un peu ce projet. Ici, les noms de branches sont en vert. Les étoiles à gauche représentent chacune un commit. Et ici, des petits symboles graphiques qui nous indiquent le lien de parenté entre les commits. Donc on voit que sur ce projet, il y a eu 3 bifurcations. Mais il y a plus que 3 branches. Par exemple, ici, on a une branche qui n'a pas bifurqué. Alors c'est tout à fait normal. La définition informatique d'une branche, c'est simplement un label qui est collé à un commit. Et ce label a la particularité qu'il va accompagner les commits qu'on fera à partir de l'endroit où on l'a créé. Par exemple, pour créer cette branche étape 3, on a d'abord créé une branche étape 3 sur ce commit, et quand on a fait un nouveau commit, on a créé une bifurcation. Donc une branche n'est pas forcément associée à une bifurcation. C'est un peu plus qu'un simple label parce que lorsqu'on va interagir avec les serveurs, on devra désigner la branche sur laquelle on travaille. Je vous rappelle aussi que le pointeur head désigne le commit qui correspond à l'état actuel du working tree, c'est-à-dire de l'ensemble des fichiers sources sur lesquels on peut travailler. D'ailleurs, ce head nous est rappelé aussi dans le prompt du shell Git. Il est absolument indispensable de savoir où nous sommes. Par exemple, actuellement, nous avons en ligne les fichiers sources de l'étape 4. Alors qu'il y a déjà une étape 5 qui est plus récente. Ça veut dire qu'après avoir fait l'étape 5, peut-être on est revenu en arrière pour travailler sur l'étape 4 et éventuellement la prolonger. C'est comme ça qu'on change de branche en utilisant la commande git checkout. Maintenant, on va faire une chose un petit peu différente. On va faire un git checkout sur un commit qui n'a pas d'étiquette, qui n'a pas de nom de branche. Par exemple, on va revenir ici, parce qu'on a l'idée peut-être d'aller retravailler sur le projet dans l'état dans lequel il était à ce moment-là. Donc ça se fait avec la commande git checkout. Avant de faire un checkout, il est prudent de faire un status pour voir si on n'a rien qui soit en attente d'être commité, parce que ça pourrait nous occasionner des complications. En particulier, Git va refuser éventuellement de changer des fichiers qui n'auraient pas été déjà sauvegardés. Bon, là, nothing added to commit, donc je peux y aller tranquillement. Donc j'ai choisi d'aller avant cette bifurcation, là, ici. Et c'est là que j'ai le fameux message Detached Head. C'est une situation qui est considérée comme un petit peu exceptionnelle, mais pas fatale. En fait, pourquoi il me dit tout ça? C'est juste pour m'informer que si je fais un commit à cet endroit-là, ce que j'ai tout à fait le droit de faire, je vais créer quelque chose qui n'est pas vraiment une branche, puisqu'il n'y a pas de label associé.
et ça ne va pas impacter les branches du projet. Mais ce qu'il ne me dit pas, et qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne pourrai pas sauvegarder ce travail-là sur un serveur, car les commandes push et pull ne concernent que les branches existantes. Mais je vais quand même faire l'expérience de faire un commit là où je suis maintenant. Un petit coup d'œil. Vous voyez que mon label head ne pointe pas sur une branche, mais il pointe sur un commit, là où j'ai voulu aller. Et d'ailleurs, dans le prompt du shell, vous voyez que j'ai seulement le numéro du commit. Bon, alors, faisons une petite modification. Voilà, là j'ai ouvert un des fichiers sources du projet. Bon, je suis supposé ajouter du code, mais là je fais un petit truc tout simple. C'est juste pour avoir quelque chose à committer. Il a bien vu que j'ai modifié un fichier. Voilà, il me rappelle que je suis en detached head, ok. Alors là, c'est ici que c'est intéressant. J'ai créé une nouvelle bifurcation à partir de là. Alors pourquoi ça apparaît tout en haut, là, au lieu d'apparaître sur le côté? C'est tout simplement parce que ici, les commits sont affichés dans l'ordre chronologique inverse, donc le plus récent est en haut, même s'il est parti de ce point-là. Ça, c'est normal. Bon, bah, tout s'est bien passé. La seule chose particulière, c'est que si je fais un push, eh bien, ce commit risque d'être ignoré. Lorsqu'on désigne une branche pour faire un push, implicitement, on désigne le commit qui est à l'extrémité de la branche et tous ses ancêtres. Puisque je vous rappelle qu'un commit ne peut pas exister sans ses prédécesseurs, sans ses parents, puisqu'il est défini seulement par différence par rapport aux commits qui l'ont précédé. Bon, à présent, supposons qu'on se dit finalement cette modification qu'on vient de faire, là, elle est intéressante, on veut la préserver. Ben, rien ne nous empêche de créer une nouvelle branche et de lui donner un nom à cet endroit-là. Alors si j'utilise la commande git branch sans indiquer sur quel commit je veux placer ce label, bah, tout simplement c'est le commit sur lequel pointe head, c'est-à-dire l'état courant du projet. Donc là je vais appeler cette nouvelle branche, bah, c'est un descendant de l'étape 2, puisque je suis parti par là. Donc je vais l'appeler étape 2 B. Voilà. Et alors maintenant, ben, bonne nouvelle, je ne suis plus en detached head. J'ai maintenant un label de branche sur ce commit que je viens de faire. Alors en fait, si je suis encore en detached head, vous voyez que j'ai toujours un code en hexadécimal ici. C'est parce que mon pointeur head pointe sur le bon commit, mais pas sur la branche. Ça, c'est dû au fait que la branche a été créée après que le pointeur head ait été mis là. Alors, si je veux qu'il pointe sur la branche en question, je fais un checkout. Et là, nous y sommes. Notre pointeur head pointe bien sur étape 2B, ici aussi. Donc, cette fois-ci, on n'est plus en detached. Voilà, git status me dit que tout va bien, tout est normal. If you permit, sir, I have another question. If I just committed something wrong, is there any chance I can fix it? Ah, la question c'est, peut-on rattraper une erreur? Peut-on modifier un commit qu'on vient de faire? Alors, la situation est la suivante. Un commit
ne peut pas être modifié. C'est absolument impossible parce que son identifiant, là, ce qui lui donne une identité, c'est le checksum de toutes les données qu'il contient. Donc si on modifie seulement un bit à l'intérieur des données d'un commit, son checksum n'est plus valable. C'est d'ailleurs une garantie de cohésion de nos données au travers de tout l'historique. Bon, par contre, il est tout à fait possible de détruire un commit pour le refaire, mais la condition, c'est que ce commit n'ait aucun descendant. Par exemple, celui-ci. Ou celui-ci. Pourquoi? Parce que si on modifie un commit qui a des descendants, eh bien, tous ces descendants seraient inutilisables, car chaque commit est défini par différence par rapport au commit parent. Donc, nous pouvons tenter l'expérience seulement dans la condition où notre commit est le dernier d'une génération. Il y a une autre condition. Il faut que ce commit n'ait pas déjà été pushé sur un serveur, car cette opération sur un serveur serait beaucoup plus compliquée. C'est pour ça que, avant d'envoyer les données sur un serveur, on vous conseille de bien vérifier que le dernier commit que vous avez fait exprime bien votre intention. Donc là, faisons l'expérience d'un commit raté et nous essaierons de le défaire. Donc on est ici sur l'extrémité de la branche étape 2, bon pourquoi pas. Donc je suis là, j'écris une bêtise. Voilà, j'ai commité ça et tout d'un coup je me rends compte que j'ai fait une faute d'orthographe dans le message et peut-être en plus mon code n'est pas bon. Donc voilà, il y a une solution. Il y a une solution, il y a même plusieurs solutions, mais la solution la plus simple, c'est de refaire le commit avec l'option "-amend" qui va nous permettre de faire un nouveau commit qui va remplacer celui-ci. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, j'ai créé finalement un seul commit. Le commit avec le mauvais message a disparu complètement. Donc ça, c'est la solution la plus abordable, celle qui est facile à gérer. Elle n'est applicable qu'à un commit qui n'a pas encore été envoyé sur le serveur et qui est le dernier de sa lignée. Donc je vous rappelle la syntaxe --amend du verbe to amend qui en français pourrait se traduire par amender. Il y a une possibilité plus générale qui est la commande reset, que nous n'allons pas voir en détail aujourd'hui car elle est très compliquée et assez risquée à utiliser. D'ailleurs, vous voyez, même les gens qui l'ont conçue ne sont pas encore sûrs qu'elle est au point. Donc, on va la laisser de côté pour aujourd'hui. Bon, si vraiment vous voulez devenir des gourous de Git, apprenez à utiliser la commande reset. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons propulser notre projet sur le serveur GitHub. Donc j'ai déjà créé mon compte, je me suis connecté sur GitHub. Je vais devoir créer à présent un dépôt ou repository. Repositories, new. Je lui trouve un nom. Il n'est pas obligatoire qu'il ait le même nom que sur mon disque local, ça c'est mon problème. Je crée un projet public parce que c'est gratuit. Bon, je ne suis pas obligé de rajouter des choses, on peut y aller directement comme ça. Voilà, GitHub est très paternaliste, il me suggère des choses faisables à partir de ce moment-là. Donc, je vais choisir Push an existing repository puisque j'ai déjà un projet qui est prêt à être pushé. Je vais utiliser cette commande, mais d'abord on va regarder son contenu. Remote add, ça veut dire ajouter un remote. Un remote, c'est tout simplement un serveur distant auquel mon projet va être connecté. Ce remote, je dois lui donner un nom. Le nom suggéré, c'est origin, mais je pourrais très bien l'appeler autrement si je voulais. Et ici, le lien
fourni par le serveur qui se compose tout simplement de l'URL du serveur, le nom de l'utilisateur, le nom du projet et une petite extension .git qui indique rien de spécial en fait. Donc je copie la ligne entière en retenant bien que il ne m'impose pas d'appeler mon remote origin. Mais bon, je vais le faire puisque je n'ai pas d'autre idée pour le moment. Voilà. Et là, il me répond rien du tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il a simplement enregistré dans les paramètres du projet l'URL d'un serveur qu'il a appelé origin. Et ça, je peux le revoir avec la commande git config-l qui me liste tous les paramètres de configuration qui sont actifs en ce moment sur ce projet. Sachant qu'il y a des paramètres globaux qui sont stockés sur mon home directory et il y a des paramètres qui sont stockés en local dans le projet. Au passage, quand j'ai un 2 points comme ça veut dire que je n'ai pas fini de lire ce que le programme m'envoie. Donc je tape sur la barre espace pour voir la suite. Voilà, quand il arrive à end, ça veut dire que c'est fini. Ça, c'est le comportement d'un programme qui s'appelle less, qui nous fournit du texte page par page pour nous laisser le temps de lire chaque page. Bon, revenons-en à notre sujet. Vous voyez qu'il y a eu ces deux variables qui ont été créées pour spécifier l'accès à un remote qui s'appelle origin. Bon, pour me débarrasser de ce end, je tape la lettre Q pour quitter. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à tenter un petit push. Fatal. Alors là, c'est un peu déconcertant. Il me reproche que ma branche n'est pas d'upstream branch. Et il me suggère cette commande-là. It looks like we have no choice. Tell me, does this upstream thing make any sense? Oui, ça a un sens, mais par contre, nous avons le choix, nous pouvons tout à fait faire autre chose que ce qui est suggéré. En fait, cette histoire d'upstream, c'est simplement une facilité pour éviter d'avoir à répéter les paramètres de la commande push chaque fois qu'on l'utilise. Mais la forme générale de la commande push, c'est simplement push suivi du nom du remote et du nom de la branche qu'on veut envoyer. Donc, cette commande sert à envoyer normalement une branche à la fois. Bon, là, je suppose que je vais envoyer la branche étape 2. Il faut attendre un petit peu. Voilà. Bon, apparemment, ça a marché. Donc, vous voyez que le problème n'était pas vraiment fatal. Simplement, il me suggérait d'utiliser l'option setUpstream pour que soit mémorisé dans les paramètres du projet le nom du remote et le nom de la branche, de façon à ce que la fois suivante, je peux faire simplement git push. Donc, git push tout court, c'est un raccourci qui utilise un paramètre qui a été mémorisé au préalable. C'est tout. Mais la forme générale, c'est celle que je viens d'utiliser. Voilà, il était nécessaire de mettre tout ça au clair. Bien sûr, dans la vie quotidienne, vous pouvez très bien utiliser la forme abrégée une fois que vous aurez fait cette petite formalité. Alors, je reviens sur le serveur GitHub. Lui, il me suggérait ça, avec l'option "-u". Bon, il n'y a pas plus de choses à savoir. "-u", c'est juste une abréviation de --setup--upstream. Donc, je reviens sur le serveur, je recharge la page du projet, et je vois qu'il s'est peuplé de 7 commits et une branche. Alors, une seule branche parce que je n'ai pas fait un push du projet entier, j'ai fait un push d'une branche que j'ai choisie, la branche étape 2B. Donc je vais aller voir si cela concorde avec la vision locale. Vous voyez que ma branche 2B, elle arrive ici, étape 2B. Elle contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 commits dans son historique. Donc pour l'instant, les autres branches n'ont pas été pushées.
Alors, c'est l'occasion d'aller voir quelques points intéressants de l'ergonomie du serveur GitHub. Ici, j'ai une rubrique Insight. Et dans cette rubrique Insight, j'ai ici un item qui s'appelle Network. En fait, ça va nous donner une vue graphique de notre projet. Et on voit que notre projet comporte 7 commits qui finissent à l'étape 2B. Bon, pour l'instant, ce n'est pas très excitant. Bon, plutôt que de faire des push des étapes une par une, on va tenter un push avec l'option "-all" pour voir toutes nos branches d'un coup. Bon, ça a l'air d'avoir fonctionné. Ah, voilà, j'ai un graphe beaucoup plus joli, si je puis dire, qui reproduit à l'horizontale celui que j'ai sur le shell git bash. Bon, on ne va pas vérifier point par point, mais c'est bien lui, hein, c'est bien le même. Avec ici en noir les étiquettes des branches et ces petits ronds qui s'expandent lorsque j'amène le curseur dessus. Ce sont les commits. D'ailleurs, il m'affiche à chaque fois le message du commit et à droite le code en hexadécimal. Explorons un peu plus l'interface de GitHub. Si je clique sur le décompte des branches ici, je vais avoir la liste des branches et la branche qui est considérée par défaut, ce qui est un petit peu arbitraire. Alors vous pouvez remarquer que ce projet n'a pas de branche master. En effet, il n'est pas obligatoire d'avoir une branche master. La branche master est créée automatiquement lorsque vous créez un repository, mais si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez très bien la supprimer. Bon, c'est ce que j'ai fait sur ce projet. À présent, nous allons regarder la liste des commits, les 7 commits. Bon, la liste elle-même ne nous apprend rien de plus, mais nous pouvons, en cliquant sur un commit, voir directement quels fichiers ont changé et quelles lignes ont changé dans ces fichiers si ce sont des fichiers texte. Là, il me montre 2 fichiers qui ont changé. Les lignes vertes, c'est les lignes qui ont été ajoutées. Donc là, sur le premier fichier, en fait, le fichier entier avait été ajouté, donc il me met que des lignes vertes. Et sur le second, il me met des lignes rouges et des lignes vertes. Donc là, c'est qu'il y a eu remplacement. La ligne rouge a été remplacée par la ligne verte. Is this anything different from the git diff command? Ah ben, nous allons voir. Là, je viens de regarder les différences du commit étape 2 OK par rapport au commit précédent. Je vais essayer de faire la même chose en ligne de commande. Je veux voir la différence entre ce commit-là et le commit précédent, son ancêtre direct. Donc je tape git diff et je les mets dans l'ordre chronologique. Et là, j'ai une liste de lignes vertes, avec ici un petit 2 points qui m'invite à taper sur la barre espace pour voir la suite. Voilà, et là, j'ai des lignes rouges et vertes. Ici en haut, j'ai le nom du fichier concerné, et donc les différences. Je retourne sur le serveur, et je vois pratiquement la même chose. À présent, nous allons faire la même expérience sur le serveur GitLab, juste pour identifier les différences et les similitudes. Donc là, je suis sur mon compte, et je vais créer non pas un repository, mais un projet. Bon, première petite différence, en fait, il y a bien des repositories chez GitLab, mais ces repositories sont hébergés à l'intérieur de projets qui offrent d'autres fonctionnalités en plus de la gestion de version type Git.
sinon le déroulement des opérations est très similaire. Je crée mon projet, je ne vais pas mettre plus de baratin, je vais créer un projet public, pourquoi pas, allez. Voilà, c'est fait. Est-ce qu'il va me donner les mêmes conseils que son collègue? Eh bien oui, c'est pratiquement la même chose. Je vais juste copier cette ligne. Là, je vais copier la commande, mais il faut réfléchir à ce qu'on est en train de faire. Mon projet a déjà un remote qui s'appelle Origin. Donc je vais créer un conflit si j'envoie cette commande telle qu'elle. Donc soit je dois supprimer le remote précédent, qui s'appelle Origin, soit je dois donner à celui-ci un autre nom si je veux en avoir deux. Alors j'ai parfaitement le droit de pusher le même projet sur deux serveurs différents. C'est ce qu'on va essayer de faire maintenant pour tester cette possibilité. Donc je vais faire un git push. Bon, il me met le même message que l'autre exactement. Hein. Donc origin 2. Et cette fois-ci, je vais pusher l'étape 5 pour changer un peu. Sounds crazy. Why would a clever man want to do such an odd thing? Pourquoi on pourrait vouloir faire une chose pareille? Ben, la première raison d'avoir plusieurs serveurs, ben, c'est pour augmenter la sécurité hein, de la préservation des données. Pourquoi pusher des branches différentes sur différents serveurs? Ben, on peut imaginer des raisons pratiques pour faire ça. Par exemple, un des serveurs peut être public, l'autre peut être privé, et vous pouvez vouloir conserver certaines branches privées, hein, si ce sont des produits que vous ne voulez pas divulguer. Ou encore, vous pouvez avoir vendu le même projet à deux clients hein, et leur donner des URL sur deux serveurs différents et avec des configurations différentes. Enfin, c'est pas absurde. Hein. Bon, là, je fais ça à titre d'expérience, mais c'est quelque chose qui peut avoir un sens pratique. J'ai surtout voulu vous montrer la souplesse de la commande git push. Alors, à présent, voyons dans quel état est notre projet. Et bien voilà, il a 8 commits et une branche, ce qui est probablement ce à quoi on devait s'attendre. Bon, maintenant, fini de rigoler, je vais faire un push all. Oui, voilà, je me retrouve avec mes 6 branches comme sur l'autre serveur. Alors la vue graphique, elle n'est pas dans le Project Overview, elle est dans le sous-menu Repository. Ici, je trouve Graph. Donc notez bien, sur GitHub, il est dans Insight et il s'appelle Network. Ici, il est dans Repository, il s'appelle Graph. Voilà, alors celui-ci, il est vertical, comme celui du shell bash, du shell git bash. Ouais. Bon, il nous présente exactement la même chose, hein, c'est-à-dire le commit le plus récent qui se trouve en haut. Hein, ils sont dans l'ordre chronologique, avec les branches présentées latéralement. Ici, les messages des commits. À présent, voyons si on peut voir les diffs, comme on avait vu sur GitHub. Donc là, je clique sur Commit. Je vais chercher mon commit étape 2 OK pour faire la même expérience que tout à l'heure. To change its files. Premier fichier, deuxième fichier, le fichier main.c. Bon ben là, c'est vraiment la même chose, pas de surprise. À présent, nous allons aborder la dernière étape de notre démarche, la coopération de plusieurs développeurs sur le même projet. Donc je suis revenu sur GitHub et je vais à présent inviter une collaboratrice sur
le projet que j'ai créé tout à l'heure sous vos yeux. Donc je vais sur ce repository démo projet, je vais dans les settings, et ici j'ai Manage Access, ça devrait être ici qu'on peut donner l'accès à d'autres personnes. You haven't invited any collaborators yet. Invite a collaborator, ok. Alors, on ne peut inviter que quelqu'un qui a déjà un compte sur GitHub. Voilà ma collaboratrice. Alors, ici, GitHub me dit qu'il attend la réponse de Carla Jenkins et que donc l'invitation est en attente. Donc là, il va falloir qu'elle réponde à l'invitation avant qu'on puisse continuer. Carla, could you please share your screen with us? Thank you. Did you receive any notification? No notification as you see. But I got an email. What if the mail gets lost? Donc vous avez reçu un email. Si le mail se perd, bon d'abord pourquoi pourrait-il se perdre? Bien, les notifications par email ou les notifications sur la page GitHub sont configurables. Donc là par exemple il n'y a pas eu de notification, sans doute parce que par défaut les notifications sont désactivées. La solution la plus générale c'est la suivante. Vous voyez que ici sur ma page GitHub, je peux copier l'invitation avec ce petit bouton là, ici là. On va regarder à quoi ressemble cette invitation. Alors c'est tout simplement un lien sur le projet auquel est ajouté le mot Invitations. Perfect. Bon, je vais rafraîchir cette page pour voir si le statut de l'invitation a changé. Bon, effectivement, maintenant Carla Jenkins est collaboratrice sur mon projet. Carla, do you know what you can do now? Yes, sir. I'll have to clone the project on my computer, then choose a place to start a branch of my own, commit something, then push it all. Donc à présent, Chiara a un push access sur mon projet. Avant de pouvoir profiter de ce droit, il faut qu'elle fasse une copie du projet sur son ordinateur. Nous allons la regarder faire. Donc elle prend une copie du lien du projet. Et ici, elle va faire un clone, bien sûr. Bon, si le projet est public, ça, tout le monde peut le faire. Et bien voilà, ça a l'air de marcher. Donc comme elle nous a annoncé, la collaboratrice va créer une branche pour travailler en parallèle avec nous. Ready. Would you mind trying a pull? Ok, thank you. Bon, bien maintenant, avant d'effectuer un pull, il est
très important de vérifier que notre projet n'a aucun élément en attente de commit. Car si on ne prenait pas cette précaution, le pool échouerait et on se trouverait parfois dans une situation compliquée. Donc, ça ne coûte rien. Je fais un git status. Je vois que tout est en ordre. Nothing added to commit. Donc, je suis prêt. Je vais faire tout simplement pull sur le remote par défaut qui est origine. Donc, alors, pardon. New branch. Oh, ça a marché, c'est génial. New branch. KG speed. Donc je vois apparaître chez moi un nouveau commit qui crée une nouvelle branche KG speed. Alors pour le moment, cette branche ne crée pas une bifurcation, mais il y a un potentiel de bifurcation ici parce que à partir de l'étape 3, vous voyez que j'ai une branche étape 3 et j'ai une autre branche qui part de là. Donc si je continue à travailler sur étape 3 par exemple, eh bien la bifurcation sera consommée. Donc on va faire la démo de façon symétrique. Je vais à mon tour créer une branche au départ du même point pour pouvoir travailler de mon côté. Donc je vais sur étape 3. Je crée une branche. Et là, ce qui est très important, je dois faire un checkout sur cette branche. Parce que si je ne le fais pas, mon pointeur head est toujours sur étape 3. Je vérifie. Vous voyez, head est sur étape 3. Donc si je fais un commit, maintenant, ce commit ne sera pas sur ma nouvelle branche JLSize, il sera sur étape 3. Donc je fais un checkout sur la nouvelle branche. Pardon. Ce checkout ne déplace pas le pointeur head sur un autre commit. Head va rester sur le même commit, mais il va le désigner par le nom de branche JLSize. Comme c'est bien visible ici. Donc là, je peux faire une petite modification dans le projet et la committer. Donc j'ouvre le même fichier main.c. Et j'y fais ma propre modification. Voilà. Voilà, donc il y a bien la bifurcation que j'avais annoncée. À partir d'étape 3, on a maintenant deux branches. Il n'y a plus qu'à tenter un push. Là, je mets un "-u" de façon à ne plus avoir besoin à chaque fois de spécifier le serveur et la branche. Et voilà. Donc maintenant, les deux collaborateurs ont chacun sa branche. Notez que il n'y a pas de gestion de propriété. Chacun a les mêmes droits sur toutes les branches dans la configuration que nous avons là. C'est simplement une convention pour éviter des problèmes de fusion de projets, de merge,
eh bien, on a choisi de travailler chacun sur une branche qu'on devra peut-être fusionner plus tard dans le futur, hein. Donc, c'est juste un accord implicite entre deux développeurs de travailler chacun sur une branche. Yeah. We did it. Oui, mais c'est pas fini, car là maintenant il faut que vous fassiez un pull pour récupérer ma contribution. All right, all right. Now it is my turn to invite you on GitLab then. Alright. Bien, Chiara me montre sa page GitLab sur laquelle je vois le projet GPIO Test que je vais rejoindre. Not found. I know the reason. The project is private, so you can't even see it if you're not a member. Ah, voilà une chose intéressante, hein. Je n'ai pas fait d'erreur dans l'URL, mais c'est un projet privé, il est donc complètement invisible pour les gens qui n'en sont pas membres. Donc il n'y a pas un message disant Access Denied ou quelque chose comme ça, simplement il n'est pas trouvé. Donc je vais demander à Chiara de m'inclure comme membre dans le projet. You go all the way down. Sorry, all the way down to Settings, Members. Ah, here you have to choose a role for myself. Developer is fine. Donc voilà, avec un rôle de développeur, le contributeur pourra faire des pushes et donc contribuer au projet. Ok. Donc je fais une nouvelle tentative de clone. Et bien voilà, c'est fait. Voilà, je suis maintenant en possession d'un clone du projet. Remarquez que ce projet n'a qu'une seule branche, la branche master. Et sur cette expérience, nous allons changer de stratégie. Nous allons travailler sur une seule branche. Donc je vais entreprendre de modifier par exemple le fichier readme.txt. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à tenter un push. Oh, remote rejected.
failed to push. Oh. I don't understand. I didn't do anything wrong, nor you did. Oui, mais l'explication est là. You are not allowed to push code to protected branches. Voilà, alors là c'est un piège qui est propre à GitLab. Sur GitLab, la branche master est spéciale. Alors, dans le cours sur Git, on nous dit que la branche master, c'est juste une branche par défaut, mais qu'elle n'a rien de spécial. Bien, sur GitLab, c'est différent. La branche master est une branche protégée automatiquement contre les modifications par des collaborateurs autres que le propriétaire du projet. Donc il va falloir déprotéger cette branche. Je vais guider Chiara pour faire ça. So you go all the way down to Settings and then to Repository. Et là on va trouver quelques options un peu rares. Donc Protected Branches. Voici comment on peut protéger une branche, mais ce n'est pas notre but. Et là nous avons la liste des branches protégées. Il n'y en a qu'une, c'est la branche master. Press Unprotect. Are you sure? Okay. Currently, no protected branches. All right. Donc je réitère ma tentative de push. Ok, cette fois-ci ça a marché. Voilà, donc retenez que la branche master est piégée sur GitLab. And now, Chiara, would you like to make some commit and push it, please? Ah, nous avons un problème. Oh no. Sir, you did this deliberately, didn't you? Eh oui, j'avoue, je l'ai fait exprès. C'était pour vous montrer une grosse imprudence. Voilà, quand on est sur un projet collaboratif, avant de faire un push, il faut s'assurer qu'on a bien récupéré les modifications des autres contributeurs. Surtout si on travaille sur la même branche. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Chiara ne peut pas faire un push si son projet local n'est pas à jour par rapport au serveur. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut qu'elle fasse un pull. Alors voilà une série de messages bien compliqués. Il nous dit conflict, merge conflicts in readme.txt. Alors on pouvait vraiment s'attendre à ça parce qu'on essaye de fusionner un commit qui est sur le serveur avec une branche qui contient une modification du même fichier. Donc ça fait deux modifications sur le même fichier qui sont en conflit. Alors quand c'est comme ça, eh bien, le programme ne peut pas décider à notre place ce qu'il faut faire. Donc il nous laisse la main. Nous devons résoudre les conflits, fix conflicts, and then commit the result. Et ensuite seulement nous allons faire un commit. Enfin là c'est Chiara qui doit le faire, c'est de son côté. Alors ce qui est assez difficile à comprendre, c'est que donc le prochain commit qu'on va faire va effectuer un merge, une fusion de deux branches, celle qui est sur le serveur et celle qui est en local. Et ça veut dire que ça ne va pas être un commit ordinaire. Alors, comment peut-on savoir que le prochain commit va faire une fusion? Il faut faire un git status. Do it, please. Et là, nous avons un message qui dit
You have unmerged path. Voilà, et il nous dit donc qu'il faut fusionner deux chemins parce que les deux modifient le fichier readme.txt. Voilà. Donc arrivé là, il faut mettre à jour le fichier readme.txt, c'est-à-dire choisir laquelle des modifications on veut conserver, et ensuite faire un commit, et tout sera revenu dans l'ordre. Alors cette procédure qu'on va aborder maintenant, c'est la procédure du merge. C'est celle qu'on peut avoir aussi si on utilise la commande git merge. Mais ici, nous l'avons fait au travers d'un pull. Donc en résumé, la commande pull va éventuellement engendrer un merge si nécessaire. Alors ici, nous voyons que les deux modifications qui ont été faites sur ce fichier readme.txt ont déjà été reportées par Git dans le fichier avec des lignes qui l'encadrent pour indiquer la particularité de cette zone. Donc là, nous devons choisir si nous conservons une ou l'autre des modifications, et nous pouvons bien sûr enlever ces décorations qui ont été ajoutées par Git lui-même. Voilà, donc là on voit que les deux branches ont été réunies, et maintenant il n'y a plus qu'à faire un push pour renvoyer tout ça une bonne fois sur le serveur. Donc là, ça semble réussi. Et on voit qu'on a donc les commits des deux contributeurs suivis par un merge qu'on aurait pu éviter si Kiala avait fait un pull avant son push. Voilà, sur le graphe, on voit bien cette branche qu'on a créée involontairement et qu'on a été obligé de merger. Alors, le mot de la fin sur le merge, c'est que quand on est pris par surprise, eh bien c'est une situation ennuyeuse, donc il faut éviter ça. Par contre, il peut arriver qu'on doive volontairement réunir deux branches, faire un merge, et dans ce cas, il vaut mieux anticiper le conflit, c'est-à-dire décider à l'avance ce qu'on va garder et préparer ça comme un commit normal, pour garder le contrôle de la situation au lieu d'être forcé. Donc il vaut mieux être informé lorsqu'un collaborateur a mis quelque chose qu'on doit récupérer par un pull. D'ailleurs, il y a à cet effet un système de messages sur les serveurs qui s'appelle pull request, que nous n'avons pas eu l'occasion de voir. Donc là, de mon côté, je vais aussi tenter un pull pour être en phase avec ma collaboratrice. Ok. Et voilà. Je vous ai préparé une petite checklist qui, j'espère, vous aidera à utiliser Git avec satisfaction.